صباح الخير. صباح الخير حكيم Nzal, professeur Nzal. Donc, comme convenu, faire cette première conférence avec vous qui tourne sur le management de la santé, manager la santé au travail, de formation de l'école qui cherche à s'ouvrir à l'environnement socio-économique et à faire intervenir des spécialistes, des experts, des professeurs en dehors de l'école pour créer cette synergie entre l'université et l'environnement dans lequel elle se trouve, l'environnement socio-économique. Donc, je remercie le chef de département, Dr Hamdi Jalila, qui a mis tous les moyens à notre disposition pour pouvoir démarrer cette série de conférences. Je remercie aussi Anis Bey, qui est le responsable informatique, dont sa contribution a été importante pour la logistique de la conférence sous forme de visioconférence. Et puis, je remercie donc aussi monsieur le professeur Nzal qui a bien voulu contribuer, comme d'habitude, à l'enrichissement de la formation de nos étudiants à travers ces communications de haut niveau qui, j'espère, vont permettre à certains étudiants qui sont déjà sur des thématiques du management de la santé dans la COVID-19. Donc, on a déjà 2 groupes d'étudiants qui travaillent sur la gestion de la fonction formation au sein de l'entreprise publique à l'ère de la pandémie COVID-19, enjeux et défis. Et un autre groupe d'étudiants qui travaille sur le management des risques et des crises concernant donc la pandémie COVID-19. Donc, voilà, Yousra Zgaoula, qui est déjà une étudiante qui travaille sur le management des risques à travers l'exemple de la pandémie COVID-19, elle est présente donc sur le webcam. Voilà, professeur Nzal, sans trop tarder, je vous laisse délivrer votre message à nos étudiants et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. On aura encore recours certainement à vos compétences et à vos connaissances à chaque fois que le besoin se fera sentir pour nos étudiants. Voilà, je vous remercie, professeur Nzal, encore une fois. Merci, monsieur. Merci, monsieur Lahlah, pour votre introduction et vos remerciements. Et donc, sans plus tarder, je vais aborder la problématique que vous m'avez demandé de débattre avec vos étudiants aujourd'hui. Je vais partager mon écran et bien sûr, donc, je demande à tous les participants d'éteindre leur micro pour ne pas donc qu'il y ait d'interférence. Bien, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, donc, je vais voir avec vous les questions de gestion de la santé au travail, des soignants, et particulièrement des soignants, dans cette crise cette pandémie, cette crise générée par la pandémie COVID-19. Et avant de commencer, il va nous falloir contextualiser. Et pour contextualiser nos propos, nous allons donner quelques chiffres sur l'évolution de la pandémie en Algérie. Ces courbes sont extraites du site Our World in Data, que vous pouvez retrouver facilement sur le web, un site très riche et qui met en ligne des centaines de données sur tous les pays en ligne. Alors, en Algérie, comme vous le savez tous, cette pandémie a démarré, a commencé à être constatée à partir du 1er mars 2020 et elle a évolué.
Elle a évolué alors que donc, dans le monde, elle avait déjà démarré au mois de septembre 2019. Vous voyez que l'évolution de cette épidémie en Algérie a connu donc 3 pics. Et vous voyez que le premier pic important a commencé au mois d'août, puis il y a reprise de l'épidémie au mois de novembre. Et nous sommes actuellement encore dans cette épidémie, mais elle est en phase de décroissance. Alors là, c'est les cas quotidiens qui sont les cas quotidiens confirmés. Il faut savoir que demain, en tant que futur gestionnaire, il va falloir définir ce qu'est un cas confirmé. Pour nous, en Algérie, un cas confirmé, c'est un cas qui a été donc l'objet d'une identification à l'aide d'un test PCR. Ici, nous avons les décès, les cas quotidiens de décès, donc publiés sur les décès sur le Covid-19 par million d'habitants. Même chose, nous voyons que les décès, il y a un premier grand pic au début de la pandémie, vers le premier trimestre, au mois de mars, avril 2020. Ceci est dû au fait que le système de santé a été pris de court et n'était pas préparé à cette crise. Vous voyez que ce pic-là est très intéressant pour vous en tant que futur gestionnaire sur la nécessité de faire des prévisions. Je vous avais dit tout à l'heure que l'épidémie au niveau mondial avait commencé au mois de septembre 2019. Donc, ce n'est que pratiquement 6 mois après que nous avons eu ce pic en Algérie. Puis, les décès se sont stabilisés autour d'une certaine courbe. Et puis là, nous avons un deuxième pic à partir du mois de novembre, ce qui correspond au pic des cas confirmés. Voilà donc un peu l'évolution de cette épidémie en Algérie. Alors ici, je vous recontextualise la situation en Algérie pour les nouveaux cas quotidiens. Vous voyez ici la courbe en rouge, avec une flèche rouge, c'est la courbe en Algérie. Puis vous avez la courbe en Mauritanie, au Maroc, en Libye et en Tunisie, où pratiquement ces derniers jours, il y a une croissance importante des nouveaux cas confirmés. Nous pouvons dire à travers ces courbes que l'Algérie donc, se situe à un niveau donc, assez bas pour les nouveaux cas confirmés. Et ça, c'est les décès confirmés quotidiens. Même chose, l'Algérie se situe dans le Maghreb parce qu'il faut se comparer aux pays auxquels on peut être comparé du fait de la géographie, de la culture, du climat, des habitudes sanitaires, etc. Quelques dates clés. Le 25 février 2020, c'est le premier cas confirmé de Covid-19. Il a été confirmé à Ouargla. Le 12 mars, le premier décès dû au Covid, c'était à Blida. Et puis le premier foyer, vous vous le rappelez, c'était à partir du 1er mars à Blida. La région de Blida a été un foyer qui a été assez actif pendant une longue période. Ce rapport est publié le 15 janvier et dans les chiffres du 14 janvier. Vous voyez que l'Algérie se situe à 103 000 cas cumulés. Donc là, nous sommes sur les cas cumulés, 103 127 cas cumulés et 2822 cas de décès. Et en bas, là, nous avons les nouveaux cas, 267 nouveaux cas à la date du 14 janvier et 3 décès quotidiens à la date du 14 janvier. On retrouve les pics que nous avons signalés tout à l'heure. Et ici, en bleu, vous avez la courbe des cas sous traitement. Donc là, moi, je suis un peu étonné puisque nous avons les cas cumulés en vert, les cas décès cumulés en rouge et les cas traités qui sont en bleu. Donc, c'est une courbe qui mérite un approfondissement. Voilà. Ici, je voulais pour ceux qui sont sceptiques, qui pensent que cette pandémie n'a pas eu un impact significatif en dehors des autres impacts, je parle seulement des impacts de cet impact sur la mortalité générale. Alors ici, vous avez les courbes d'excès de mortalité durant cette pandémie, pour toutes les causes.
comparé aux années précédentes. Donc, aux années précédentes, nous avons en 2020 et en 2021, vous voyez ici, c'est les excès. Donc, il y a un sérieux excès qui va jusqu'à 100% pour certains pays au mois d'avril 2020 et qui actuellement se situe entre 60 et 40% d'excès de mortalité. Donc, il y a eu réellement un excès de mortalité, toutes causes confondues. Donc, cet excès, on l'attribue en épidémiologie, à fortiori, à l'impact de la pandémie. L'impact, je dirais, direct ou indirect. Vous savez que l'impact direct peut être celui des personnes, donc des décès qui décèdent après avoir été atteints par le Covid et qui font des complications sérieuses. Indirect du fait de conditions économiques ou autres. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous allons aborder successivement les questions qui fâchent dans le secteur de la santé. Nous nous situons dans le secteur de la santé et je ne vais parler que du secteur de la santé. Donc, dans le secteur de la santé, il y a des questions qui fâchent et quand les questions fâchent, il y a des crises au niveau du système de gestion. Ensuite, nous verrons l'aspect gérer la crise Covid-19 au milieu hospitalier dans le secteur de la santé. Puis, nous aborderons quels sont les outils et les méthodes dont dispose le gestionnaire, les managers, dont disposeront les futurs managers, comme vous le serez d'ici quelques années, pour gérer cette crise, ce type de crise épidémique. Et enfin, nous verrons à la fin les pistes d'amélioration, quelques pistes d'amélioration. Alors, les questions qui fâchent, le bélier donc représente bien, donne une image sérieuse de deux personnes qui se fâchent et qui s'affrontent. Alors, ici, vous avez quelques extraits de la presse que j'ai donc découpés et vous voyez que vous avez des titres tels que les supplications du personnel soignant, les employés de la santé décédés depuis l'apparition du virus, vive émotion, 10 médecins sont morts en 72 heures. Ces extraits nous donnent déjà un aspect, donc un premier indice sur l'état, disons, de santé et sur le stress dans le milieu hospitalier concernant la gestion de cette pandémie. Alors, les chiffres manquants, ici, il est clair que nous ne retrouvons pas de chiffres à jour concernant la mortalité par Covid-19 dans le secteur de la santé et les infections et les affections qui concernent le personnel de la santé. Nous y reviendrons tout à l'heure à travers une étude de cas particulièrement que je vous présenterai et qui nous a été fournie gracieusement par le professeur Ben Hassin de Batna. Alors, si on revient à 2020, ici dans l'Est républicain, on donne des chiffres, type 30 décès déplorés au sein des personnels soignants, tout corps confondu, y compris les professionnels de la santé du secteur privé. Il y a des centaines qui sont contaminés et qui sont à ce jour hospitalisés, etc. Les décès, alors toujours dans la presse, en Italie, on avait à peu près 5,5 soignants qui sont décédés pour 100 décès. En rapport avec le Covid, avec 9 soignants contaminés pour 100 contaminations. En France, c'était en 2020, ces chiffres sont de 2020, un décès de personnel soignant pour 100 décès dans la population du fait du Covid. Et 22,8 soignants donc, contaminés sur 100 contaminations dans la population générale. En Algérie, à cette époque, j'avais calculé que nous avions 3,5 soignants décédés pour 100 décès dans la population et 10 contaminations pour 100 contaminations. Donc, il y a un problème donc, sur les chiffres. Il n'y a pas de suivi quotidien et donc ou d'enquête systématisée. Voilà un peu, en tant que gestionnaire, vous aurez à recueillir des données pour pouvoir ensuite passer à la phase d'intervention. Alors, le 15 janvier 2021, il est rapporté 136 médecins décédés pour 2822 cumulés dans la population.
ce qui fait à peu près 4,8%. Donc, il s'agit de médecins, il ne s'agit pas de chiffres pour les soignants. Donc, nous n'avons pas les statistiques exactes pour les soignants. Donc, c'est pour vous dire que nous n'avons pas un suivi rigoureux de cet aspect de l'évolution de l'épidémie dans le personnel de la santé. Or, le personnel de la santé doit être considéré comme le front. C'est des personnes, c'est des professionnels qui interviennent directement pour mener la guerre contre le Covid. Deuxième question qui fâche, après ces questions de chiffres qui augmentent le stress et l'incompréhension et qui créent des problèmes de communication. Le deuxième gros problème, c'est les équipements de protection individuelle. Donc, la question de la disponibilité des équipements de protection individuelle versus le port des équipements de protection individuelle. Alors, pour les décideurs, il y a une mauvaise manipulation des équipements de protection individuelle. Et du côté des personnels, ou des représentants des personnels, ce n'est pas le port, c'est un problème de manque de moyens de protection qui fait que les professionnels de santé sont directement exposés à la maladie. Donc voilà déjà deux points de vue antagoniques qu'il est important de prendre en compte, d'où la nécessité de faire des sondages d'opinion et parmi les professionnels de la santé. Le troisième, le troisième sujet qui porte à discussion et qui augmente donc la situation et la question des services. C'est la question des services qui sont à risque. Alors, dans la presse, nous avons collecté cette déclaration d'une infirmière qui dit que au sein du service Covid, on avait le matériel nécessaire, on était très protégés. Je ne me suis jamais senti en danger. En fait, lorsqu'elle parle du service Covid, c'est le service qui prend directement en charge les patients atteints de la maladie Covid et qui sont en situation de gravité. Là, nous avons une déclaration d'un médecin à la presse. Je me serais plus senti en danger dans un secteur où il n'y avait pas de Covid, car tout le monde peut être contaminé et les patients ne sont testés qu'après l'urgence. Donc, entre-temps, ils ont contacté plusieurs médecins, plusieurs infirmiers, sans qu'on soit sûr qu'ils ne soient pas contaminés. Donc, voilà un exemple, si vous voulez, Donc, finalement, le personnel soignant est plus stressé lorsqu'il n'est pas dans un service Covid, donc où ils ont moins d'équipements de protection. Alors, le quatrième point qui fâche, qui fâche sérieusement, c'est l'intérêt des symptômes pour le diagnostic de la maladie Covid. Il faut savoir, et ici nous avons donc une revue de la littérature qui a été faite par Cochrane. Cochrane, c'est un organisme indépendant qui analyse toutes les publications à l'échelle mondiale et qui détermine, si vous voulez, la pertinence des données médicales, scientifiques médicales. Alors, ce qui est important à retenir, c'est que pour la maladie Covid, les patients peuvent être porteurs du virus sans avoir de symptômes. Ils sont asymptomatiques. Et c'est la majorité des cas de patients Covid ne présentent pas de symptômes. Donc, ils ignorent qu'ils ont la maladie et c'est eux les vecteurs de la contamination parce qu'ils ne se protègent pas et ils pensent qu'ils n'ont pas la maladie et personne ne veille à se protéger lorsqu'ils les rencontrent. Alors, cette étude a démontré qu'en fin de compte, que ce soit l'absence ou la présence de signes, il n'y a pas si vous voulez, d'éléments de diagnostic certains concernant cette maladie si on s'appuie seulement sur les symptômes cliniques, ce qui entraîne encore plus le stress chez le personnel de la santé qui, lui, est au courant que la plupart des malades n'ont pas de symptômes. Ce qui vient ensuite, c'est la question du dépistage et des tests. C'est une autre question qui fâche parce qu'en fin de compte, le diagnostic de certitude de la maladie et Covid, c'est un test positif.
Alors ici, toujours dans le même site dont je vous ai parlé, nous avons les pays qui ont partagé donc les résultats de leurs tests. Et vous voyez les pays en rouge ou en orange, c'est le nombre de cas positifs par nombre de tests qui sont réalisés. Et ceux qui ont, par exemple, plus de 50% de positifs dans les tests qu'ils font, en fin de compte, c'est les pays qui font très peu de tests. Moins vous faites de tests et plus vous aurez de cas positifs puisque vos tests sont orientés vers les personnes qui sont malades ou les personnes qui présentent des symptômes. Alors que vous voyez qu'en Algérie, il n'y a pas de données qui sont fournies concernant l'utilisation de tests. Alors, l'Organisation mondiale de la santé déclare que les pays qui font très peu de tests par cas confirmés ont peu de chances d'identifier tous les cas. Et donc, elle suggère de faire 10 à 30 tests par cas confirmé, comme référence d'une démarche adéquate. Alors, si en Algérie, nous avons quelques milliers de cas confirmés, ça veut dire qu'il faudrait faire multiplier par 10 le nombre de tests, ce qui n'est pas le cas. Donc, nous avons un gros problème concernant donc, la certitude et le dépistage des cas contacts, des personnes qui ont été en contact avec des malades qui ont été atteints de Covid. Ce qui maintient la progression de la maladie parce que logiquement, une personne qui a été en contact avec un patient Covid devrait se confiner lui-même chez lui pendant au minimum 7 à 10 jours. Alors, pour les soignants, puisqu'on se recontextualise dans notre propos, c'est le Covid, donc chez le personnel soignant. En Algérie, nous avons des chiffres donc, concernant le nombre de praticiens qui est de 80 000 et de 121 000 paramédicaux. C'est un chiffre de 2015, je n'ai pas pu retrouver les chiffres de 2021. Ce qui pose le problème aussi de la transparence et de la diffusion et de l'information. Une bonne gestion s'appuie sur une bonne information et des bonnes décisions sont prises sur un système d'information-décision qui est donc pertinent. Alors, voilà, j'ai cadré la problématique. Maintenant, nous allons passer ensemble à la deuxième partie de mon exposé, gérer la crise Covid-19. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pandémie nous met dans une véritable situation de guerre. Quand vous voyez les impacts économiques, les milliers d'entreprises qui sont fermées, toute la société l'organisation de la société qui est bouleversée. Donc, pratiquement, c'est une situation de guerre. Et il faut savoir que concernant les crises, c'est en temps de paix que l'on prépare la guerre. C'est très important. Je le répète, c'est en temps de paix que l'on prépare la guerre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de disciplines scientifiques qui se développent, telles que la projective, la prospective. Et quand je vous disais qu'en septembre, déjà, les premiers cas étaient apparus donc, dans le monde concernant la Covid, la crise aurait dû être déjà gérée au niveau des établissements et des entreprises déjà dès le mois de septembre. En Algérie, il y a eu donc, et ça c'est intéressant, un plan de riposte qui a été rédigé par le ministère de la Santé dès le mois de janvier. Déjà, donc, au moins 2 mois avant le démarrage de l'épidémie. Alors, ce plan de riposte aborde tous les aspects, que ce soit les aspects logistiques, les aspects de dépistage, de diagnostic, de traitement, d'organisation du secteur de la santé. Et il est accompagné d'un plan de communication avec un suivi. Donc, il est parfaitement fait. Voilà pour ce qui est donc d'une réponse, disons, institutionnelle au niveau du ministère. Au niveau des établissements, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier problème qui va se poser aux gestionnaires de la santé, c'est la gestion des flux. Il y a des dizaines de flux qui sont en interaction avec l'établissement de santé. Vous pouvez aller du fournisseur qui va ramener chaque matin les produits alimentaires pour la cuisine, jusqu'aux visiteurs qui vont rendre visite à leurs patients, les patients qui viennent faire leurs consultations,
etc. Donc, les médicaments qui doivent circuler à l'intérieur des services, c'est une véritable situation de flux, gestion de flux très complexe qui doit être mise en place par des gestionnaires chevronnés, compétents et qui doivent préparer toutes les situations. Alors, imaginez la gestion des flux lorsque nous sommes en face d'un établissement qui est en face d'une épidémie et qui, en même temps, n'a pas toutes les compétences nécessaires pour gérer ces flux et parfois tous les moyens. L'autre aspect, à côté de la gestion des flux, c'est le plan de continuité du service. Effectivement, un établissement de santé reçoit des patients de toutes les disciplines, de l'endocrino, la gynéco, il y a les accouchements, la cancérologie, la chirurgie, les personnes qui sont en situation d'urgence. Il faut assurer une continuité. Or, là, nous sommes en situation où, d'une part, vous allez réorganiser votre établissement pour mobiliser les effectifs pour la prise en charge de la maladie Covid. Donc, ça a été fait. Et donc, vous allez dégarnir par ailleurs. Et donc, malgré tout, vous devez assurer une continuité du service, au moins à minima. Et donc, il y a eu organisation en brigade avec horaires étudiés, annulation de congés, on s'est appuyé sur le volontariat, les gestionnaires se sont appuyés sur le volontariat, sur la solidarité et la flexibilité des services. Ça aussi, donc, un plan de continuité de service nécessite un gestionnaire et des gestionnaires qui font donc ce plan et qui le suivent. Les autres aspects qui ont impacté, si vous voulez, les établissements, c'est l'organisation, le problème de l'organisation du circuit des patients. Effectivement, le patient doit arriver, il doit être consulté, parfois il doit faire des bilans, il doit être hospitalisé, il doit faire une radiologie, etc., etc., etc. Voilà, donc le circuit des patients est important. Il y a la réalisation des tâches d'hygiène durant des plages horaires étudiées. L'hygiène est un gros problème à l'hôpital puisque ce n'est pas une hygiène simple, c'est une hygiène compliquée, complexe. Il y a des produits à incinérer, il y a un tri à faire. Il y a l'organisation des rituels de prise en charge des patients décédés, qui est très particulière chez nous, avec tout son cortège, puisqu'il y a les parents qui accompagnent et qui veulent reprendre les dépouilles de leurs parents, alors qu'un patient Covid nécessite certaines règles particulières de prise en charge, un patient décédé. Il y a l'organisation des lieux et des horaires de distribution des repas pour les salariés de l'hôpital qui sont de garde, pour les malades. Il y a l'organisation des horaires de repos pour les équipes qui travaillent en 3x8, en 2x8, en brigade. Il y a la nécessité de mettre à disposition des vestiaires et des douches avec de l'eau à volonté, des détergents, des moyens donc pour se changer, des vêtements, etc. Il y a l'isolement des activités les plus exposantes qui posent techniquement des problèmes très complexes. Et il y a la gestion des équipements de protection individuelle. Nous y reviendrons. À côté de cela, nous avons, en fonction de l'évolution de l'épidémie, vous avez vu qu'il y a des pics et des creux, donc des plans de déconfinement qui doivent être faits dans les entreprises. Alors, ce dispositif d'accompagnement est adossé à un arsenal juridique, nous y reviendrons. Et dans ce cadre, des organismes comme l'INPRP, l'inspection du travail, les comités d'hygiène et de sécurité à l'intérieur des entreprises, les partenaires sociaux, enfin, tous les partenaires donc, doivent gérer ces plans de déconfinement parce qu'il y a aussi des mesures à prendre lorsque vous réintroduisez des salariés qui étaient à un moment donné éloignés. Alors, le processus de crise, là, je vous présente un processus classique que vous avez dû étudier et des gestionnaires ont à faire face à 7 étapes. Ces 7 étapes sont incontournables et l'une va alimenter l'autre. Un gestionnaire doit être vigilant dans la période d'incubation, c'est-à-dire la période où la maladie n'est pas encore apparue dans la population, dans le personnel de santé. Et puis l'intensité de la pathologie, de la maladie, la fréquence va augmenter et il y a des signaux avertisseurs, des vulnérabilités organisationnelles au sein de l'établissement qu'il faut gérer.
Ensuite, à un moment donné, vous avez un événement déclencheur, et c'est ce qui s'est passé. Nous avons eu au mois de mars l'épidémie qui s'est développée du fait de l'absence de confinement, du fait, disons, des déplacements à l'intérieur et à l'extérieur des frontières. Donc, ces facteurs aggravants vont engendrer la phase aiguë qui doit être suivie d'une manière rigoureuse avec, je vous avais parlé de la définition des cas, la mise en place d'une logistique et des réponses opérationnelles que nous avons eues, qui sont très bien détaillées dans le plan de riposte national. Et puis, vous avez la sortie de crise, lorsque l'épidémie commence à baisser. Actuellement, nous sommes dans une phase de réduction du nombre de cas et de décès. Donc, nous sommes dans une sortie de crise sans être une sortie définitive, puisque ce n'est que la deuxième vague, surtout que maintenant, nous avons affaire aux variants du coronavirus. Nous avons plusieurs variants, le variant britannique, le variant d'Afrique du Sud, et il y a d'autres variants. En fait, le nom que l'on donne aux variants, c'est le nom du pays qui les a, disons, identifiés et caractérisés en faisant donc le génome de ces virus. Tous les pays ne sont pas armés pour faire donc ces tests de détermination des variants du coronavirus, encore moins chez nous. C'est pour cela que nous, en Algérie, nous devons être très vigilants quant à cette question d'ouverture des frontières, parce qu'il est possible que si ce variant pénètre en Algérie, sachant qu'il est très contaminant et qu'il touche plutôt d'une manière intensive la population jeune, nous risquons d'avoir un troisième pic. Alors, une fois qu'il y a une première sortie de crise, du moins une première vague, nous allons voir, il faut le retour d'expérience. En tant que gestionnaire, le retour d'expérience est extrêmement important. Cela veut dire que les équipes qui ont géré la situation doivent se réunir et rédiger donc les points faibles, les points forts et mettre en place un plan de réajustement. Vous voyez que c'est des réajustements managériaux et c'est l'étape numéro 7. La crise, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, a plusieurs impacts. Il y a l'impact médiatique. La presse, la télévision, les journaux, les réseaux sociaux s'emparent surtout de ces situations morbides et mortelles. Donc, en général, il y a des gens qui se complaisent à vendre, si vous voulez, ce type d'informations parce que l'être humain est très sensible aux situations morbides et mortelles. Et de ce fait, il y a des courants, disons, négationnistes dans le monde qui remettent en cause l'existence même de la maladie. Alors, je vous avais montré l'excès de mortalité dans différents pays développés. Nous n'avons pas les chiffres dans les pays sous-développés parce que nous n'avons pas un suivi de la mortalité au quotidien. Il y a un impact, il faut gérer sur le plan médiatique. Il y a un impact juridique. Nous verrons tout à l'heure que l'Algérie a mis en place un arsenal juridique très riche. L'impact humain et social, en dehors de l'aspect de désorganisation sociale, il y a les décès, les handicapés, les coûts de la maladie, et les familles qui sont exposées. Il y a l'impact technique, puisque au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, il faut mettre à jour et ramener les équipements techniques, la technologie la plus récente. Il y a les aspects éthiques, puisque dans certaines situations où les hôpitaux, pas seulement chez nous, dans le monde, les hôpitaux ont été dépassés, les équipes ont été soignants, ont été obligés de choisir qui peut être oxygéné en priorité. Et nous avons eu chez nous la crise de l'oxygène, vous vous en rappelez. Il y a des impacts politiques et institutionnels. Les institutions et le système politique ne peuvent pas échapper, si vous voulez, aux crises de ce type-là. Il doit s'adapter. Et il y a l'impact économique. Je vous avais parlé des multiples entreprises qui ont été en faillite. Nous n'avons pas encore un état des lieux sérieux, réel, sur le désastre économique qu'a engendré cette pandémie en Algérie. Voilà donc pour le deuxième aspect de gestion de la crise. Je vais aborder avec vous les outils et les méthodes face aux risques. Alors maintenant, vous êtes gestionnaire, vous de futurs gestionnaires, vous devez être au fait qu'il existe. Vous avez des instruments de gestion qui vous permettent de faire face à ce type de crise. Alors, lorsque nous sommes dans une situation d'épidémie, la première chose qu'il faut faire, c'est un programme d'identification et d'évaluation des risques. Identifier et évaluer. C'est le premier aspect.
Pour identifier et évaluer, nous avons plusieurs outils. Le premier que vous voyez ici à gauche, c'est les inspections. Les équipes de santé vont être amenées à faire des inspections dans les services, dans leurs propres services de chirurgie, de gastroentérologie, dans les urgences, pour voir quels sont les risques et comment ils se présentent. Ces risques vont concerner l'individu, l'environnement, les tâches, le matériel, l'organisation, et avec des checklists, nous allons donc recenser toutes les situations dangereuses, toutes les situations dangereuses. Une fois que nous avons fait ces inspections, nous allons identifier des tâches critiques. Les tâches critiques, c'est très important parce que c'est les tâches qui exposent le plus le soignant, l'infirmier, le médecin, à l'exposition donc au coronavirus. Donc, nous allons, par exemple, les tâches d'intubation en réanimation, les tâches d'intervention en urgence dans le ramassage et le transport de quelqu'un qui fait une crise d'asphyxie. Ces situations sont des tâches critiques, elles doivent être analysées. Et il y a des techniques d'analyse de ces tâches. Je ne vais pas détailler, ces deux aspects, inspection et analyse des tâches critiques, peuvent faire l'objet eux-mêmes, chacun d'une conférence. Les statistiques, vous connaissez les statistiques, je vous en ai présenté une partie tout à l'heure à travers ces courbes, je vais y revenir sur l'intérêt des statistiques. Ensuite, les enquêtes et analyses, accidents et incidents, c'est une fois qu'il y a un soignant qui a été contaminé, on va faire une enquête et analyser pourquoi et comment. Donc, il ne s'agit pas de rechercher un coupable, là, il s'agit de remonter l'arbre des causes pour pouvoir éliminer les causes. Et donc, là aussi, c'est une technique, ça peut faire l'objet d'une conférence individuelle. Alors, d'après ce que je vous ai montré tout à l'heure, les premières données que vous avez en main, c'est que les personnels à risque, en fait, toutes les catégories dans le secteur de la santé sont exposées. Que ce soit le personnel administratif, que ce soit dans les soins primaires, c'est-à-dire dans les centres de santé, dans les consultations de médecins privés, dans les cliniques privées, les unités de soins intensifs. Il y a des services qui ont été identifiés comme étant des services de référence, comme le service de maladies infectieuses, le service de médecine interne. Il y a les urgences médicales où là, toutes les urgences arrivent, donc il est très difficile de faire le tri entre les personnes atteintes de Covid ou non. Il y a les consultations spécialisées dans le Covid pour le personnel soignant ou pour la population. Il y a les laboratoires où on fait les prélèvements, la médecine du travail où on gère, si vous voulez, tout le personnel soignant. Donc, et les services d'épidémiologie qui font les enquêtes à domicile pour identifier et suivre les cas contacts. Donc, les établissements de santé se sont réorganisés en réduisant les activités telles que la chirurgie et les hospitalisations. Et je vais voir une étude de cas, je vais vous présenter une étude de cas que le professeur Benhassid Wissal de Batna nous a gracieusement donc fournie et je la remercie. C'est une enquête de 2020 qui a été mise à jour en 2021, donc, et la semaine dernière. Alors, c'est une étude donc sur un personnel. Et dans cet hôpital de Batna, nous avons ces chiffres-là. Vous voyez que les cas de contamination concernent tout le personnel médical, paramédical, administratif et technique. Vous voyez les chiffres ici. 31% du personnel médical, presque 40% du personnel paramédical, 28% du personnel administratif et 23%, presque 24% du personnel technique. Quand je dis technique, c'est les femmes de ménage, des ouvriers qui vont réparer les lavabos, les ingénieurs qui vont réparer les équipements médicaux. Donc, au total, 798 cas infectés sur toute l'année 2020, ce qui correspond à un tiers, 33,31% de l'ensemble du personnel de cet hôpital. Et vous voyez que ici, vous avez la courbe ici, et vous avez ici le total, et même chose ici. C'est quand même un tiers, c'est 1 sur 3 des professions de la santé. C'est comme si vous avez une armée, et dans cette armée, vous avez un tiers de l'effectif de l'armée qui, à un moment donné, en une année, est mis hors service. Parce que ces personnes qui ont été contaminées ne vont pas être réaffectées, ne pourront pas être réaffectées pour la prise en charge des patients Covid et certaines ont des complications.
Alors, ici, cet hôpital a mis en place des consultations pour les cas contacts. Les cas contacts, c'est les personnes hospitalières, des soignants, qui ont été en contact avec des personnes Covid+. Alors, elles ont été en contact avec des personnes Covid+, soit en milieu extra-hospitalier, vous avez ici donc 752 consultations, et soit au milieu hospitalier, 1080. Donc, plus de la moitié donc, ont été contaminés, ont été en contact, pas nécessairement contaminés, avec des personnes qui étaient hospitalisées. Et 41% ont été contaminés en dehors de l'hôpital. Donc, c'est quand même un chiffre important, un indicateur important de suivi, si vous voulez, de l'épidémiologie du COVID, de la COVID-19. Alors, parmi les personnes infectées, et les personnes qui ont été en contact, vous voyez ici que la majorité n'avait pas d'équipement de protection individuelle. 48% n'avaient pas de masque. Et 31% avaient seulement un masque chirurgical, sachant que le masque chirurgical, actuellement, les spécialistes, les scientifiques, excluent pratiquement ce moyen de protection lorsqu'il s'agit du personnel soignant. Donc, au total, 79% des personnes qui ont été en contact avec un patient COVID, eh bien, n'étaient pas protégées ou étaient mal protégées. Alors, ici, nous avons les scénarios, comment s'est effectué, si vous voulez, ce contact. Vous voyez ici que les contacts se sont faits par contact étroit avec les personnes en ambulatoire, avec des patients en ambulatoire, ou bien des contacts étroits avec des personnes qui ont été hospitalisées. Et vous voyez qu'il y a différents scénarios qui sont impliqués dans la survenue de cette exposition. Parce que pour nous, la prévention, c'est d'abord d'éviter l'exposition à travers l'analyse des situations et en particulier des résultats de ce type de consultation. Donc, mettre en place des modes d'intervention qui sont adaptés à ce type de résultats. Alors, cette équipe de Batna, donc, avec le professeur Ben Hassine, ont évalué le risque et vous voyez que les contaminations, que les contacts se sont faits donc, dans des situations où le risque est évalué à absent et faible, dans pratiquement 57% des situations. Par contre, un risque élevé, pratiquement du 45% de situations où le risque est moyen ou élevé, moyen ou fort. Donc, c'est important de dire que malgré tout, les précautions d'usage et les mesures préventives nécessitent donc un suivi plus rigoureux. Alors, voilà, nous avons terminé avec cette étude de cas. Ça nous donne une idée de ce qui se passe. 1 sur 3 du personnel hospitalier est infecté. Plus de 70% ne sont pas protégés. Des scénarios où il y a un risque moyen et fort. Donc là, nous voyons que nous gérons très mal la situation. Je pense que cet hôpital n'est pas particulier. C'est pratiquement ce qui se passe dans l'ensemble des établissements hospitaliers. Alors, une fois que nous avons fait les programmes d'identification et d'évaluation, ce qu'il faut faire, c'est les programmes d'intervention. Il faut intervenir. Intervenir pourquoi? Intervenir pour éliminer, réduire le danger. Alors, l'intervention peut se faire à la source du danger, nous allons le voir tout à l'heure, entre la source et les personnes, c'est-à-dire, alors à la source du danger, ici, c'est le malade ou la personne asymptomatique ou symptomatique qui transporte le virus. Entre la source et les personnes, c'est tout ce que nous pouvons mettre entre le patient malade et le soignant, puisque nous restons dans notre contexte, l'infirmier, le médecin, l'administratif, nous venons de le voir, le personnel technique. Qu'est-ce que nous pouvons leur proposer comme moyen d'intervention entre le malade et eux pour qu'ils ne puissent pas être contaminés? Et puis, les programmes d'intervention auprès des personnes, c'est-à-dire auprès des soignants eux-mêmes. Et vous voyez que l'efficacité, c'est une pyramide à l'envers dans les modes d'intervention. L'efficacité la plus, celle qui donne le plus, les meilleurs résultats, c'est l'intervention à la source du danger.
Ensuite vient celle qui vient entre la source et les personnes. Et enfin, une efficacité minimale dans l'intervention auprès de la source. Or, nous allons voir que dans nos établissements, l'essentiel est mis sur les interventions auprès des personnes ou entre la source et les personnes dans moindre mesure. Nous allons y revenir. Quand on veut choisir un mode d'intervention, vous, en tant que gestionnaire, je pense que vous connaissez ces critères, vous ne pouvez pas choisir un mode d'intervention qui contredit la loi. Par exemple, vous ne pouvez pas mettre en circulation dans votre établissement ou là-dedans, au niveau de la population, un médicament qui n'est pas autorisé dans l'autorisation de mise sur le marché, n'est pas faite, par exemple, ou un équipement de protection individuelle qui n'est pas conforme à la réglementation. Il y a le critère d'efficacité. Effectivement, donc là, il faut faire des études épidémiologiques pour voir si le mode d'intervention que vous proposez a une efficacité en calculant des rapports de code, des risques relatifs, etc. Il y a le critère d'impact. Donc, il faudrait que votre moyen d'intervention que vous proposez ait un impact intéressant et qui concerne une bonne partie de la population. Ensuite, un critère de stabilité. Il ne faut pas que votre moyen d'intervention soit, disons, efficace pendant un mois et puis le mois d'après, il ne l'est plus. Le mois d'après, il ne l'est plus. Enfin, il y a le critère de coût. Et oui, si vous devez mettre un moyen d'intervention qui coûte 100 fois ou 10 fois plus cher que la maladie elle-même, je pense que vous aurez très peu de succès dans votre intervention. Il y a d'autres critères, le critère d'acceptabilité, etc. Je ne détaillerai pas. Donc, vous voyez que c'est des techniques, il y a des instruments, et c'est des instruments de gestion. Alors, l'intervention à la source, nous avons dit que c'est la meilleure. Et c'est ce qu'il faut privilégier. Tout d'abord, le dépistage. Oui, le dépistage des cas contacts. Très important. Nous avons vu que pour un cas contact, il faut en dépister 10 à 30 pour pouvoir prévenir la contamination, les informer, qu'ils se confinent, qu'ils mettent leur masque, etc. Le deuxième meilleur moyen d'éliminer le virus C, au niveau chez le malade, c'est le traitement. Et là, il faut savoir qu'il y a eu une évolution spectaculaire du traitement des patients Covid compliqués entre 2020 et la fin 2020 et 2021. Donc là, la maladie est mieux connue et les équipes sont mieux rodées, les médicaments sont plus disponibles. Donc c'est une façon de tarir, si vous voulez, et d'éviter les décès des patients. Et enfin, il y a la vaccination. Et là, je pense que c'est un grand espoir pour l'humanité. C'est la disponibilité des vaccins. Nous y reviendrons parce que le fait de se vacciner va permettre d'empêcher la maladie. Si vous êtes vacciné, vous ne ferez pas une maladie, même si vous êtes contaminé, vous êtes porteur du virus, vous êtes contaminé par le virus, vous ne ferez pas la maladie, une maladie aussi grave que celui qui n'est pas vacciné. Voilà. Donc, est-ce que le vaccin empêche la transmission? Les spécialistes ne sont pas encore. Donc, disons, d'accord, on n'a pas encore les résultats. Cela veut dire qu'il faut continuer à mettre les masques, de garder la distanciation et donc d'éviter de se laver les mains, etc. Voilà donc pour l'intervention à la source. Nous avons dit que c'est la plus efficace et elle va se développer. Ici, nous avons tout un ensemble de classes de médicaments qui sont utilisés contre la COVID-19. Quelques-uns, des antiviraux, antibiotiques, etc., corticostéroïdes. Je ne développais pas les antithromboses, donc voilà. C'est avec le pourcentage d'utilisation. Je ne détaillerai pas. Voilà. Par contre, cela veut dire que ces médicaments doivent être disponibles. Donc, le gestionnaire, il y a toute la gestion de la pharmacie, les importations, le stockage, la distribution, etc., qui doivent être pris en charge. Il y a les vaccins. Voilà, il y a plusieurs types de vaccins. Il y a des vaccins qui ont une protéine, donc juste la paroi du virus. Il y a des vaccins dont le porteur est un virus lui-même, mais qui est détruit, qui est atténué. Il y a les virus à ADN, les virus à ARN, etc., etc. Donc, je ne vais pas détailler. Vous avez
toute une panoplie vous avez au total 63 types de vaccins qui sont soit sur le marché, soit en cours de production. Donc, il va y avoir une évolution sérieuse dans la production de ces vaccins et j'espère que nous allons atteindre des taux de vaccination importants dans les établissements de santé parce que cela nous permettra de maîtriser, au moins dans le secteur de la santé, si vous voulez, nous avons déjà un salarié sur 3 qui est mis de côté et donc il ne faudrait pas que les 2 autres tiers soient infectés. Alors, deuxième mode d'intervention, c'est l'intervention entre le patient et la source. Le patient source, c'est le malade, symptomatique ou non symptomatique, et le soignant. Donc, il faut empêcher la pénétration du virus dans le corps du personnel soignant. Donc, nous parlons du personnel soignant. Premier moyen d'intervention, c'est les barrières et gardes. Et vous l'avez vu, c'est la mise en place d'écrans de protection dans les secteurs de l'accueil, la séparation des lits, autant de moyens de barrières et de gardes, donc pour éviter la transmission avec l'aération, etc. Donc le reconditionnement des salles, etc. Vous avez la mise en place de procédures, et là, en tant que gestionnaire, vous allez être très habitué à la question des procédures, que ce soit des procédures financières ou des procédures d'achat, ou que ce soit des procédures. Ici, nous avons une procédure de transport en radiologie. Ces procédures doivent être rédigées. Vous devez faire participer les équipes du terrain dans la rédaction de ces procédures. Et il y a une formation sur ces procédures et les moyens pour appliquer ces procédures doivent être définis. Et donc, vous aurez un registre de procédures. Et donc, selon les spécialités, selon les situations, donc, vous avez des procédures, des instructions, des avis. Donc, c'est tout un ensemble un système d'information et de documentation que vous aurez mis en place dans le cadre du système de management de la qualité de vos services. Un autre aspect que vous devez gérer entre les personnes sources, entre les malades et les soignants, c'est les équipements de protection individuelle. On en a parlé tout à l'heure. Il faudra mettre en place une nomenclature des équipements de protection individuelle. Ça veut dire que pour chaque poste de travail, vous devez définir tous les équipements de protection individuelle qu'il doit porter. Que ce soit le casque, le masque, la bavette, les gants, enfin, l'ensemble des équipements, par exemple, pour poste par poste et service par service, et pour tout l'hôpital, ce qui va vous donner un quantitatif que vous pouvez évaluer financièrement. Vous devez planifier le renouvellement, l'acquisition, les procédures d'achat, le respect des normes. Vous devez gérer les stocks une fois que vous aurez obtenu donc, ces équipements. Et puis, une fois que vous avez ces équipements, ce n'est pas suffisant. Il va y avoir toute la question de la distribution. Et oui, parce qu'il peut y avoir donc une contamination des équipements lors de la distribution, une perte, une détérioration, ou bien une affectation à une personne qui n'est pas concernée. Et puis, il y a le nettoyage et l'entretien et la réparation. Certains équipements de protection individuelle peuvent être réutilisés, donc il va falloir mettre en place tout un système d'entretien et de gestion. Vous voyez que rien que les équipements de protection individuelle, c'est tout un arsenal, tout un programme de gestion des équipements de protection individuelle dans le cadre du deuxième aspect qui est l'intervention entre la source et les personnes. Il y a la mise en place de vestiaires et de douches et installation de lavage des mains. Donc là, c'est aussi tout un problème dans les hôpitaux. Il faudrait qu'il y ait une bâche d'eau qui soit alimentée en permanence. Il faut veiller à ce que le personnel ait ses propres vestiaires, ses propres douches, ses détergents qui soient normalisés. C'est tout un autre aspect donc, qui nécessite tout un programme. Autre aspect donc, entre la source et les personnes, c'est l'intervention sur l'environnement du soignant, c'est-à-dire sur les postes de travail, les instruments qu'il utilise, les équipements qu'il utilise. Par exemple, nous avons une entreprise qui s'appelle Leni qui fait des équipements médicaux qui donc peut intervenir. Il y a l'entretien préventif des équipements utilisés. Imaginez que vous êtes en réanimation et que vous avez un insufflateur qui tombe en panne parce qu'il n'a pas fait son entretien préventif. Donc, il faut faire un programme d'entretien préventif annuel donc, de tous les équipements sensibles dans un hôpital. Il y a la modification des outils, donc là c'est dans l'aspect conception et modification des matériaux et des matières, et il a la question de la modification des procédés. Je ne détaillerai pas, c'est des aspects techniques, chacun d'eux peut faire l'objet de toute une conférence.
Et puis enfin, dans l'organisation du travail, toujours entre les personnes soignants, le personnel soignant et les malades, c'est l'organisation du travail. Toutes les personnes dont vous n'avez pas besoin d'une présence physique à l'hôpital doivent être éloignées. Ils peuvent faire le télétravail. Et donc, vous allez voir que c'est toute une autre organisation qui va être mise en place à travers à travers le télétravail. Vous allez repenser votre système de travail avec tous ces. Donc, il y a un programme d'organisation du télétravail. La législation est aussi un mode d'intervention entre la source et les personnes. Alors, il s'agit de mesures administratives mises en place par l'autorité sanitaire afin d'encadrer juridiquement, administrativement, les modes d'intervention préventifs. Alors, le confinement prolongé doit nécessiter donc un arsenal juridique, la circulation, les lieux publics, le règlement intérieur dans les entreprises, les congés exceptionnels et autres. Alors, en Algérie, nous avons la chance de dire que pour cet aspect-là, je ne pense pas qu'il y ait un aspect donc, de la vie du pays qui a bénéficié d'autant de textes juridiques, d'instructions et de notes. Vous voyez qu'ici, nous avons une loi, la loi des finances, donc, qui a introduit des aspects financiers pour 2020 concernant la maladie Covid. Il y a eu 34 décrets, 5 arrêtés du 19 mars 2020 au 14 janvier 2021. Et parmi les instructions et les notes, à côté du plan de préparation et de riposte donc à la maladie Covid, nous avons eu 24 instructions qui concernent la prise en charge, l'organisation et le public, et 31 notes qui est la même chose, qui concerne la prise en charge, l'organisation, le milieu de travail et le public. Donc, un véritable arsenal juridique, voilà, concernant cette. Je mettrai le lien vers ce document à la fin sur YouTube, donc en dessous de la vidéo. Alors, maintenant, nous arrivons au troisième mode d'intervention. Nous avons dit que c'était le moins efficace. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire. Il est aussi important. Mais l'efficacité, s'il est seul, donc, est très faible. Il faut le combiner avec les deux autres. Alors, l'intervention humaine, d'abord la formation. Il faut former, parce qu'il faut savoir que le personnel, lorsqu'il n'est pas formé aux situations d'urgence, donc il perd donc ses compétences. Il faut donc faire des mises à jour, il faut donner des fiches pratiques d'information, il faut senioriser, c'est-à-dire les tâches les plus complexes doivent être affectées aux personnels qui sont les plus compétentes. Et enfin, il faut un programme d'incitatifs positifs ou négatifs. Alors, des incitatifs positifs, par exemple, congés spéciaux, un cadre de retraite particulier pour le personnel soignant, des primes, donner des diplômes, des médailles. Tout ça, c'est intéressant et ça encourage, ça permet de remotiver le personnel. Il peut y avoir aussi un système d'incitatifs négatifs. Cela veut dire qu'il faut bien sûr lutter contre l'absentéisme. Et donc là, on peut travailler sur les primes et autres. Mais il faut savoir qu'il faut privilégier les incitatifs positifs. Alors, la surveillance médicale est aussi une intervention auprès des personnes. Donc, c'est la médecine du travail qui s'en occupe. Il y a une surveillance médicale, ça veut dire avec les visites médicales particulières. Je ne détaillerai pas. Il y a une surveillance biologique lorsqu'il y a des tests, des analyses à faire. Une surveillance radiologique du personnel lorsqu'il faut pour la COVID-19 donc faire un diagnostic de complications. Et il y a donc des analyses épidémiologiques, une surveillance épidémiologique, des enquêtes épidémiologiques et une surveillance psychologique, parce qu'il faut savoir que le personnel de santé est très impacté sur le plan psychologique et il mérite donc une attention particulière. Un autre aspect, donc pour terminer cet aspect d'intervention à la source, il faut reconnaître la maladie Covid en tant que maladie professionnelle, ce qui n'est pas le cas en Algérie, alors que plusieurs autres pays ont reconnu cette affection comme étant maladie professionnelle pour le personnel soignant et peut-être aussi pour certains corps particuliers qui sont directement exposés à cette affection. Je vais terminer par les pistes d'amélioration. Nous allons voir ensemble les pistes d'amélioration. Alors,
vous connaissez la roue de Deming, donc améliorer, donc ancrer, partager, appliquer, puis agir. Alors, premier aspect, pour améliorer, la question qu'il faut se poser, est-ce que le management est adapté aux exigences? Faut-il modifier le style de management? Alors, il y a deux modes de gestion. Il y a le mode autocratique, il y a le mode participatif. Alors, je ne détaillerai pas puisqu'il est clair que le mode participatif a prouvé son efficacité de par le monde dans toutes les entreprises, dans tous les pays où le mode participatif est appliqué. Deuxième aspect, c'est la modification de comportement. On a dit qu'il faut renforcer les attitudes et les comportements positifs. Pour cela, il faut identifier la nature du changement souhaité. Ici, c'est le respect des programmes de prévention au milieu hospitalier. Donc, il faut ensuite construire un plan d'action. On vous a donné quelques outils à utiliser. Et enfin, une fois que vous avez obtenu une modification du comportement, que ce soit dans le port des équipements, dans l'organisation du travail, dans l'hygiène du milieu, etc., etc., il faut faire évoluer durablement ce comportement. Donc, il ne faut pas se suffire d'une première modification. Il faut toujours être vigilant et ce ne peuvent le faire que les équipes sur le terrain, les chefs de service, les médecins chefs de service, les coordinateurs de service, les infirmiers spécialisés qui gèrent les services dans les équipes de chirurgie, les équipes de médecine, etc. Et surtout, cette modification de comportement va ramener la confiance. Il faut rétablir la confiance dans nos établissements et dans nos entreprises pour pouvoir développer donc, des programmes de prévention. En conclusion, ce que je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'épidémie est encore devant nous. Et donc, il y a nécessité d'une transparence. Nous avons vu que les chiffres ne sont pas donnés dans le secteur de la santé et il faut absolument les diffuser et il faut vraiment être transparent parce que plus on cache et plus on crée de la suspicion. Il faut appliquer un management participatif dans les établissements. Les programmes de prévention sont à déployer de front. Il faut un programme d'identification et d'évaluation avec suivi d'un programme d'intervention à la source, entre la source et les personnes et auprès des personnes. Et il faut mettre en commun les ressources humaines et les moyens dans les hôpitaux. Il ne faut pas qu'il y ait des services qui soient moins chargés, moins surchargés et qui ont plus de moyens ou moins de moyens que d'autres. Faire une communication intensive au sein du corps soignant sur les actions et leurs résultats. Enfin, donc, développer des plans de déconfinement par établissement et donc développer des incitatifs matériels et moraux pour l'engagement et la motivation du personnel, dans le cadre d'un système de management de la qualité. Je terminerai par les références. Alors, l'essentiel de cette visioconférence est extraite, les données sont extraites du site Our World in Data que vous avez ici, qui est disponible sur le web. Je vous encourage à le visiter. Vous avez le site du secrétariat du gouvernement général en Algérie, le journal officiel, qui est très riche en matière. Il suffit dans la rubrique rechercher de mettre COVID-19 et vous avez tous les textes. Et bien sûr, pour les notes et les instructions du ministère de la Santé, il faudra aller donc dans le site du ministère de la Santé. J'ai oublié de mettre son site ici. Vous avez une référence c'est l'enquête du professeur Benhassina Batna sur la situation Covid du 1er janvier au 31 décembre au 14 janvier 2021. Et je la remercie encore une fois. Et je pense que c'est la seule qui est disponible publiquement. Et vous avez un ouvrage, La médecine et santé au travail, sur tout ce qui est, c'est un ouvrage collectif qui a été coordonné par le professeur Tourab. Et donc, dont les auteurs sont le professeur Galoui Saïd, Nazel Abdelaziz, moi-même et le professeur Tourab Jamel, où vous pouvez retrouver tous les aspects concernant les techniques, les outils et les méthodes donc, de gestion en santé au travail. Je vous remercie pour votre attention et bien sûr, protégez-vous et vaccinez-vous.